vous le savez, depuis le 3 janvier dernier, Cuba et l'ensemble de l'Amérique latine subissent les menaces de Donald Trump, menaces politiques, menaces d'attaques et de coups d'État, mais également blocus pétrolier pour ce qui s'agit de Cuba depuis le 29 janvier 2026. Ce blocus pétrolier, il empêche aujourd'hui les services essentiels de fonctionner. Il empêche les hôpitaux, il empêche les transports et il génère une situation de crise humanitaire dans le pays tel qu'il est dénoncé depuis le 4 février par l'Organisation des Nations Unies. Ce blocus pétrolier, nous devons le briser et nous devons faire en sorte que Cuba puisse continuer à vivre et que Cuba puisse continuer à choisir librement sa voie face à l'impérialisme des États-Unis. Nous avons déjà envoyé un container en juillet dernier, 2 s'apprêtent à partir, sauf que la situation empire chaque jour et donc il est vraiment urgent d'accélérer, d'envoyer plus de matériel médical et notamment en utilisant la voie aérienne, donc c'est encore un autre budget. Tout le monde peut participer à la collecte en donnant des médicaments, du matériel médical aux fédérations PCF ou aux associations de solidarité avec Cuba qui sont présentes sur tout le territoire. Il y a aussi le site de dons. Chacun peut contribuer à sa manière, du petit don au plus grand don. Tous les dons comptent puisqu'ils nous permettent d'agir concrètement en envoyant les containers, en envoyant des valises, en achetant des médicaments. Contactez également les pharmacies proches de chez vous. Elles ont beaucoup de matériel à donner et parfois ne savent pas quoi en faire. Les hôpitaux. Vous pouvez également contacter des entreprises de démolition qui parfois s'occupent de démolir des hôpitaux ou d'autres structures qui ont du matériel médical. C'est ce qu'on a déjà eu, ce qui nous a permis d'envoyer du matériel lourd, gros. Ça permet à ces entreprises d'économiser la déchetterie et nous, ça nous permet d'envoyer du matériel. Donc, pharmacie, hôpitaux, entreprises de démolition, n'hésitez pas à utiliser tout votre réseau pour participer à cette campagne de solidarité. Vous êtes ici à Auxerre, mais sachez qu'il y a beaucoup de monde qui se rassemble aujourd'hui dans toutes les villes de France et dans plusieurs villes dans le monde pour marquer notre solidarité avec Cuba, sa population, l'histoire et le présent que les Cubains se sont choisis. Le mot d'ordre de ce week-end de solidarité, c'est « Stop au blocus contre Cuba ». Avant que chaque orga qu'il souhaite ne prenne la parole, je vais faire un bref topo sur 2 mots de ce slogan. D'abord, Cuba. Cuba, c'est cette grande île des Caraïbes qui fait rêver des générations de jeunes gens et de plus vieux depuis 1959, année où les troupes révolutionnaires ont renversé la dictature de Batista, pantin des USA qui avait fait de l'île leur bordel et leur tripot. Cuba, c'est aussi ce petit pays insulaire de 111 000 mètres carrés, 6 fois moins que la France, 120 fois moins que les USA, dont les leaders historiques, le Che et Fidel Castro, sont connus et reconnus du monde entier. Cuba, ce sont aussi 11 millions de femmes, d'hommes, d'enfants qui font peur, paraît-il, aux grands voisins états-uniens. Ils font peur parce qu'ils ont choisi, il y a 67 ans, un régime politique, économique et social qui montre, malgré le blocus mis en place il y a plus de 60 ans, qu'un autre monde est possible, un monde tout près du géant impérialiste. Cuba est à 150 km des côtes nord-américaines et de ses lois capitalistes. Toutes celles et tous ceux qui sont allés à Cuba et ont partagé quelques jours ou quelques semaines le quotidien des Cubains reviennent avec non seulement des émotions plein les valises et l'envie très forte d'y retourner le plus tôt possible, mais aussi une admiration pour le génie des Cubains à faire des miracles avec des bouts de ficelle, le fameux système D cubain. Et ça m'amène au deuxième mot du slogan d'aujourd'hui, stop au blocus. Blocus. Le blocus, c'est tout un arsenal de lois mises en place par les USA depuis 1962 et qui sanctionne tout échange commercial de denrées alimentaires, de voitures, de machines, bref, de tout produit et service entre les deux pays.
L'objectif du blocus a été annoncé dès sa mise en place. Amener la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Ben oui, gouvernement socialiste. Si Cuba a pu jusqu'au début des années 90 commercer avec les pays du bloc de l'Est qui contournaient le blocus, la disparition du camp socialiste, la loi Torricelli, loi américaine de 1992, puis la loi Helms-Burton de 1996 ont internationalisé le blocus, l'ont rendu extraterritorial, au mépris du droit international, de la souveraineté de chaque pays, des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Extraterritorial, ça veut dire que la loi américaine, la loi des USA, s'applique à tout agent économique, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son siège social. Toute entreprise, donc même une entreprise française, qui commerce avec Cuba, prend le risque d'être sanctionnée par un tribunal des USA et perd toute chance de pouvoir commercer avec le marché US. Autant dire qu'entre un marché de 11 millions de Cubains et un marché de 350 millions de consommateurs états-uniens qui ont un pouvoir d'achat nettement plus élevé, le choix est vite fait. Pour vous faire une idée de ce que vit la population cubaine depuis plus de 60 ans, imaginez la France, interdite de toute opération commerciale avec des partenaires étrangers. Plus ou très peu de médicaments. 80% des principes chimiques actifs des médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde. Plus ou très peu d'ordinateurs. Plus ou très peu de vêtements. La plupart des tissus viennent de Chine. Plus ou très peu de machines-outils, de pièces détachées. Plus de meubles Ikea. Le blocus états-unien contre Cuba, c'est ça. Un embargo qui paralyse la vie économique de l'île, entrave ses échanges, affecte la vie quotidienne de chaque famille. Le durcissement du blocus et l'interdiction faite par Trump de livrer du pétrole à Cuba a encore aggravé la situation, mettant l'île dans une crise humanitaire qui fait dire aux observateurs qui sont allés récemment sur place que ce blocus s'apparente à un crime contre l'humanité. D'où la mobilisation internationale de ce week-end pour exiger la levée immédiate du blocus et l'envoi en urgence d'aide humanitaire à Cuba. Voilà pour la contextualisation, comme on dit, du problème. Maintenant, je laisse la parole aux organes qui souhaitent la prendre. Quelques mots un peu complémentaires, puisque aujourd'hui, Cuba, on ne doit pas se le cacher, est dans une situation grave, compte tenu de ce que Pascal a dit. Affaibli en continu depuis ce fameux blocus qui a plus de 60 ans, l'économie cubaine est en réelle difficulté aujourd'hui. Il faut savoir par exemple que 80% de la population cubaine vit sous la contrainte du blocus. Il y a des gens à Cuba qui n'ont jamais connu la vie en dehors du blocus criminel, drastique, qui s'applique aujourd'hui, renforcé. Bon, pas facile de faire les deux. Alors évidemment, ce blocus engendre un tas de privations de la part de la population. Et d'ailleurs, contrairement à ce que proclame Donald Trump, Cuba n'est pas un pays en faillite. Cuba est asphyxié par un nœud coulant permanent qui entrave son économie et martyrise un peuple de 11 millions d'habitants. On peut se faire une réflexion, si Trump était si certain de ce qu'il avance en attribuant les difficultés au système lui-même, pour quelle raison ne laisse-t-il pas les Cubains faire comme ils l'entendent et voir et attendre de voir ce qu'il se passe? C'est bien qu'il redoute que Cuba réussisse s'il n'y avait pas ce blocus. Et récemment, Trump et Rubio, son secrétaire d'État, qui se prétend d'origine cubaine, il l'est, mais dont les parents ont quitté l'île en 1956, avant la révolution cubaine de 1959, ont décrété que, je cite, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire, Cuba est une menace extraordinaire et inhabituelle pour la sécurité des États-Unis. C'est-à-dire Cuba, ce petit pays de 11 millions d'habitants qui vit sous un régime de blocus depuis 62 ans, serait menacé par la première puissance économique et militaire du monde.
Cuba est à 150 km de la Floride. Donc, après un premier mandat, avoir placé ce pays sur la liste des pays soutenant le terrorisme, parce qu'ils ont accueilli les négociations de paix avec les FARC, cette déclaration est à mon sens ridicule et pathétique compte tenu des rapports de force entre les deux pays. Trump s'est dit disposé à prendre Cuba. Pourtant, ce petit pays ne dispose pas de pétrole ni de métaux précieux dans son sol. Ce qui ne rend d'ailleurs pas plus légitime les interventions militaires partout sur le globe avec ces motivations. Puisque récemment, Trump a dit que de toute façon, ce qui l'intéressait, c'était le pétrole, à la fois au Venezuela et en Iran. Alors, bien sûr, on peut penser que les considérations sont tout autres. Elles sont d'ordre politique et idéologique concernant Cuba. Il n'est pas inintéressant de prendre le temps de faire un détour par la jeunesse des rapports entre ces deux pays. Pour comprendre, Trump entend renforcer la doctrine Monroe, qui date de 1923, qui considère l'Amérique latine comme sa chasse gardée. La chasse gardée des États-Unis, évidemment. La doctrine Monroe, c'était, globalement résumé, aux Européens le vieux continent et aux Américains le nouveau monde. Ce qui a donné d'ailleurs au nom de cette doctrine Monroe les USA et la CIA qui sont intervenus et interviennent encore maintenant dans tous les pays d'Amérique latine et ont soutenu dans l'histoire les pires dictatures. En fait, l'impérialisme nord-américain n'a jamais digéré la révolution cubaine, pour une raison essentielle. Pour la première fois, en 1959, un peuple d'Amérique latine se libérait de sa tutelle yankee inspirée par la doctrine Monroe. Chaque année, à l'ONU, un vote très large des nations du monde, 1965, la dernière année, à l'occasion du dernier vote, condamne ce blocus criminel. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la planète condamne le blocus et demande la levée du blocus. Ce que Pascal a dit tout à l'heure. La France, chaque année, vote contre le maintien de ce blocus. Faut le savoir. Elle doit aujourd'hui, et c'est notre exigence à l'occasion de notre présence, associer son discours et ses actes. Et reprendre ses échanges commerciaux, financiers et politiques avec Cuba. Cuba résiste depuis 1959, mais aujourd'hui la situation est critique. On doit le dire, et il y a pour nous tous, pour ceux qui pensent que ce peuple doit vivre en paix, urgence à agir. La dernière décision en date de Trump est de priver les Cubains de tout approvisionnement en pétrole. Énergie essentielle pour l'île. Elle n'est plus du tout alimentée depuis l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela. Et le chantage s'exerce sur les autres pays qui y enverraient du pétrole, avec de lourdes sanctions économiques à la clé. La pénurie touche tous les secteurs économiques, y compris les secteurs de la santé et l'éducation nationale. Notamment, évidemment, la santé, où des gens n'ont plus accès aux soins qui leur sont nécessaires, jusqu'à occasionner des décès qui auraient pu être évités. Des personnes sont mortes, faute d'avoir eu le fonctionnement des appareils qui devaient les maintenir en vie. Faut le savoir, ça. Évidemment, nos médias, et notamment notre télévision, en parlent pas beaucoup. L'éducation nationale est elle aussi touchée de plein fouet. Et alors que les Cubains en ont fait une priorité et l'une des conquêtes fortes de la Révolution. Il faut savoir, par exemple, que le taux d'alphabétisation à Cuba, c'est remarquable dans un pays d'Amérique latine, est de 100%. Il n'y a pas d'analphabétisme à Cuba. Les transports, évidemment, comme il n'y a pas de pétrole, sont très affectés, génèrent des grosses difficultés économiques. Je viens partager avec vous un texte sur la violation des droits de l'homme à Cuba. On ne peut pas parler de la situation des droits de l'homme à Cuba sans tenir compte du blocus économique, commercial et financier que les États-Unis maintiennent sur ce pays depuis plus de 60 ans. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation progressive et systématique de l'agressivité de la politique américaine contre le peuple cubain et contre tous les États souverains qui entretiennent ou tentent d'établir des relations économiques, commerciales et financières avec Cuba.
Le gouvernement de Donald Trump a adopté plus de 240 mesures qui intensifient le blocus. Les mesures qui ont causé plus de dégâts sont l'élargissement de la liste des entités cubaines restreintes par le département d'État américain, ce qui a causé des dommages considérables au système d'affaires et aux opérations commerciales de Cuba, tout en dissuadant certains homologues étrangers de s'associer ou de continuer à opérer avec des entités cubaines figurant sur cette liste. L'interdiction de l'arrivée de navires de croisière américains à Cuba depuis 2019. La création de la liste des hébergements interdits à Cuba, qui comprenait 422 hôtels et maisons de location. La suspension des vols charters vers tout le pays, sauf vers la Havane. La restriction sévère des voyages américains à Cuba. L'interdiction d'envoyer des fonds à Cuba depuis des pays tiers par l'intermédiaire de la société Western Union. La persécution constante des opérations financières cubaines à l'étranger. L'impossibilité de traiter les envois de fonds par l'intermédiaire des sociétés FancyMex et American International Service et l'intimidation des sociétés qui transportent le carburant vers le pays. À cela s'ajoutent les effets dissuasifs et intimidants liés à l'inscription de Cuba sur la liste des États sponsors du terrorisme, qui, en plus de constituer une infamie, accroît ses difficultés pour le pays d'entrer dans le commerce international et de réaliser des opérations financières. La nature inhumaine du blocus était déjà aggravée, encore plus en pleine pandémie de Covid-19. Le gouvernement américain a utilisé cette politique, et en particulier sa composante extraterritoriale, pour priver délibérément le peuple cubain de ventilateurs pulmonaires mécaniques, de masques, de kits de diagnostic, de lunettes, de combinaisons de gants, de réactifs et d'autres intrants nécessaires à la gestion de cette maladie. Le blocus constitue une violation massive, flagrante et systématique des droits humains des Cubaines et des Cubains. Il est qualifié d'acte de génocide en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et d'acte de guerre économique selon la conférence navale de Londres de 1909. En outre, il viole la Charte des Nations Unies et il constitue le principal obstacle au développement de l'économie cubaine et à la pleine jouissance des droits de l'homme du peuple cubain, où personne n'échappe à ces terribles effets. Le maintien et l'intensification de cette politique constituent une atteinte à la communauté internationale qui, pendant 29 années consécutives, n'a cessé de condamner le blocus dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. La politique hostile de l'actuelle administration états-unienne envers Cuba a atteint en 2026 des niveaux systématiques et de cruauté sans précédent historique. Loin d'être des mesures isolées, il s'agit d'une stratégie globale qui touche tous les domaines de la société cubaine, exacerbée dans un contexte de crise mondiale, avec pour objectif avoué de provoquer l'ingouvernabilité, de subvertir l'ordre interne et de renverser la révolution par le biais d'un blocus économique, commercial et financier à caractère génocidaire. Le nouveau siège, qualifié par les analyses de blocus chirurgical, les phases précédentes, par sa présence dans l'attaque de secteurs névralgiques pour la survie nationale, le carburant, les transferts de fonds, le tourisme et la coopération médicale. La pierre angulaire de cette offensive est le décret du 29 janvier 2026 qui déclare une urgence nationale fondée sur le postulat fallacieux selon lequel Cuba constituerait une menace inhabituelle
et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Cette disposition impose des droits de douane punitifs et des sanctions secondaires à tout pays, entreprise ou compagnie maritime exportant des carburants vers Cuba. La France et l'Europe ne doivent pas faire acte d'allégeance. Trump veut diriger sans légitimité et en totale violation du droit international, de la souveraineté des États et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La remise en cause de l'autorité de la Cour internationale de justice par les États-Unis oblige d'autant plus la communauté internationale à réagir fermement face aux agressions illégales et aux violations de la souveraineté des États. Le droit international n'est pas l'arme des faibles. Il est la garantie du respect de la souveraineté des États, l'instrument de la paix, et constitue le premier rempart à la loi du plus fort. À cause de la politique mortifère Obama de Trump, la marche vers un ordre mondial marqué par un effacement des règles édictées par les Nations Unies, l'appétit prédateur est sans limite, celui-ci conduit à des interventions multiples qu'il faut absolument dénoncer. Il faut réagir fermement face aux agressions illégales de Trump dans tous les lieux où sa folie s'exprime. Il faut réagir fermement aux agressions illégales et aux violations de la souveraineté des pour États. Exprimer notre solidarité avec le peuple cubain. Une solidarité simple mais essentielle, celle qui consiste à refuser l'injustice. Car depuis plus de 60 ans, Cuba subit un blocus, imposé par les États-Unis. Un blocus illégal, condamné chaque année par l'ONU, mais qui continue pourtant d'asphyxier tout un peuple. Ce n'est pas une sanction contre un gouvernement, c'est une punition collective. Une violence économique qui empêche l'accès aux médicaments, à certains équipements et qui aggrave les difficultés du quotidien. Et pourtant, malgré cela, Cuba tient, Cuba résiste. Cuba continue de défendre un modèle fondé sur l'accès à la santé, à l'éducation et à la dignité. Nous, à la France insoumise, nous affirmons clairement que ce blocus doit cesser immédiatement. Il est injuste et contraire au droit international. Nous refusons aussi l'hypocrisie de ceux qui donnent des leçons de démocratie tout en étranglant un peuple. La souveraineté des peuples n'est pas négociable. Soutenir Cuba aujourd'hui, ce n'est pas tout approuver, c'est refuser une logique de domination. C'est défendre le droit des peuples à choisir leur destin sans ingérence. N'oublions pas la situation en Palestine, au Liban, en Iran, au Venezuela et dans tous les pays où les peuples sont oppressés. Nous continuerons d'exprimer nos critiques et notre opposition envers les gouvernements, notamment Trump et de Netanyahou, qui font de la guerre leur moteur. Et c'est pourquoi nous opposons fermement à la loi Yadan, qui a déjà récolté plus de 600 000 signatures. Sinon, on va conclure ce rassemblement. Donc, merci à toutes et tous d'être venus ce matin manifester votre solidarité avec le peuple cubain. Je voudrais conclure en précisant que lors de son 39e congrès, le PCF a décidé de lancer une grande campagne de solidarité politique et matérielle avec Cuba. À Auxerre, nous avons décidé de nous inscrire dans cette campagne en organisant des collectes de dons matériels et financiers. Si vous avez des dons matériels, si vous avez pensé en emmener, et certains ont pensé, je les remercie, vous pouvez les mettre dans la caisse qui est là, sinon les déposer à la fédération du PCF 12 rue du Pont à Auxerre. Et vous pouvez aussi faire des dons financiers en allant, soit en donnant un chèque, en postant un chèque à la fédé du PCF, soit en allant sur Internet, sur un site qui s'appelle Un container pour Cuba. Et là, vous avez toute la démarche pour faire un don financier, sachant que vous obtiendrez une déduction fiscale de 66% de vos impôts. Voilà, c'est vraiment